défaillance d'entreprise, c'est une réalité dans notre pays. 60 000 défaillances cette année, prévisionnellement. Dans un quart des défaillances sont dues à des retards de paiement, c'est-à-dire des entreprises qui elles-mêmes ne sont pas payées. Et finalement, la première cause de défaillance, c'est la trésorerie insuffisante. Donc le cash, c'est quelque chose d'essentiel, même si notre contrepartie en face, elle est insolide. Et souvent, c'est l'État qui paye le moins bien. Mais avec l'État, on est sûr d'être payé, mais on ne sait jamais quand. Et ça peut en fait créer des difficultés. Il y a des boîtes qui déposent le bilan à cause de ça. Le retard de paiement, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est un signe avant-coureur de défaillance d'entreprise. Donc il faut vraiment, en fait, là, pour le coup, être très vigilant sur le pont, savoir ce qui se passe derrière cet impayé. Et on a seulement, en fait, en France, 32% des entreprises qui payent à échéance. C'est vous dire si c'est un sport national, le crédit interentreprise. Et c'est vrai qu'on est tous à un moment donné de façon confrontés, soit on attend de l'argent, soit on doit payer, puisqu'on est tous en position soit d'acheteur, soit de fournisseur. Et je suis sûr que tous les directeurs financiers, en fait, les bons DAF, jouent aussi avec le crédit interentreprise et retardent au maximum de ce qu'ils peuvent les paiements à leurs fournisseurs. On le voit aussi. Donc voilà, c'est un peu le jeu, mais à ce jeu-là, il faut éviter d'être le dernier qui finalement se prend, entre guillemets, la casserole. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai aussi pour les particuliers. En B2C, on constate les mêmes choses, un pouvoir d'achat en baisse. On le voit en fait sur le dernier trimestre, enfin T3 et le premier sur T4. Donc un pouvoir d'achat qui s'érode. Et qu'est-ce que font en fait aujourd'hui les Français? Ils puisent dans leur épargne. Ça consomme moins et finalement, comment je fais pour faire face à mes échéances? Je puise dans l'épargne. On voit en fait la collecte sur le livret A est en baisse et il n'y a pas eu de transfert en fait sur un autre support. C'est vraiment je viens en fait puiser dans mes économies. Le crédit conso baisse, mais c'est pas que le crédit conso, c'est le crédit en général. D'ailleurs, en fait, vous le vivez tous aussi dans vos entreprises. Les banquiers sont extrêmement frileux en ce moment. D'abord, un banquier, ça a une aversion au risque par nature. Et le crédit conso, c'est la même chose. Avant la crise, le taux en crédit conso, le taux d'octroi était de 30%. Donc il y avait à peu près 3 dossiers sur 10 qui étaient acceptés dans les organismes de crédit en général. Et au plus haut de la crise, ce taux était tombé à 10%, donc un dossier sur 10. Voilà, donc je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui pourraient refuser 7 clients sur 10 ou voire 9 clients sur 10 qui rentreraient dans leur magasin. Donc il n'y a que les banques qui peuvent le faire. Et puis, autre point, les dossiers de surendettement là, qui sont repartis à la hausse. Il y avait une petite stagnation entre 2005 et 2008. Et là, c'est reparti de plus belle. Bon, juste un mot sur les particuliers. Alors nous, on s'est mis volontairement en fait, sur une analyse en fait, du comportement payeur, non pas des entreprises, parce que là, il y a beaucoup d'études qui sont faites, Atradus notamment, Altares et ainsi de suite. Alors nous, on a voulu regarder ce qui se passait sur les particuliers. Et donc, on a sorti ce qu'on appelle le Contentieux Recovery Index, en partenariat avec l'Université de Lille 1, le Master de Statistique. Et donc, c'est un indice qui, finalement, décrit la capacité de remboursement des ménages français de leurs dettes, de leurs impayés. Et on voit effectivement que au plus fort de la crise, ça baisse. Et là, ça fait trois trimestres que l'indice remonte sous l'effet en fait des éléments que je vous ai donnés précédemment, c'est-à-dire que baisse de la consommation, arbitrage de dépenses, moindre recours au crédit, je puise dans mon épargne. Culturellement aussi, en France, en scénario, en fait, en situation de crise, il y a un peu un scénario de, pas de repli sur soi, mais je veux assainir ma situation, je suis inquiet pour l'avenir, et donc je règle ma situation sur le plan financier. Donc je peux, en fait, tout ce que je peux en fait faire pour me désendetter, je vais le faire. Et je ne m'endetterai que pour des biens durables. Un bien durable, c'est le logement, et c'est éventuellement en fait, un véhicule, encore que c'est plus extrêmement vrai aujourd'hui. Donc ça c'est plutôt en fait positif comme indicateur. Ça veut dire quand même que le consommateur retrouve une capacité et cherche des solutions en fait, pour faire face à ces échéances, faire face à ces impayés. Alors, dans ce contexte macroéconomique, on en a largement parlé, comment bien gérer son poste client. On a parlé d'anticiper les difficultés, les mesures préventives. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en fait, finalement, sur les bonnes pratiques qui relèvent plus, de mon point de vue, de l'excellence opérationnelle qu'on doit avoir dans chaque organisation. On entend souvent je suis assuré crédit,
ah bah je suis factoré, très bien, mais n'empêche que tout ça, c'est un coût. Et que finalement, vous pouvez aussi optimiser ce coût de l'assurance crédit, vous pouvez aussi optimiser ce coût de la facturage. Toute la désorganisation que vous aurez en interne, finalement, c'est quelque part un coût que vous allez payer en fait, soit en amont sur des mesures préventives, soit effectivement après derrière chez nous, parce que on aura du recouvrement en fait sans doute un peu plus facile à faire. La clé, c'est de trouver le bon couple préventif-curatif. C'est finalement sur ma chaîne de valeur et sur ma gestion de cash. Est-ce que j'ai bien en fait mis en place toutes les actions qui allaient bien pour maximiser in fine mon coût du risque, parce qu'en fait ça se traduit en fait finalement au coût du risque étant finalement la valeur en fait résiduelle de vos créances que vous allez passer en perte. Vous en parliez tout à l'heure, monsieur. Et comment finalement je maximise ça. Donc il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions qui appartiennent effectivement à la société en amont. Mais à un moment donné, on parle de recouvrement, parce que l'assurance crédit, la facturage, la gestion interne ne fait pas tout. Il faut en fait aller sur du recouvrement, et notamment avec des sociétés de recouvrement qui sont équipées pour ça. Et alors la question, c'est celle-là, c'est comment on va assurer le relais entre l'interne et l'externe, et Laurent va vous en parler dans 2-3 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va transférer une activité de back-office. Alors même si, par exemple, on a vu que chez Bruno, c'est extrêmement bien géré, il y a une vraie excellence opérationnelle sur le sujet, mais n'empêche que le métier de Bruno, c'est quand même de livrer de la fourniture de bureau, c'est pas en fait de gérer les impayés. Et la différence en fait entre le métier de Bruno ou vos métiers et notre métier, c'est que nous, finalement, notre métier, c'est de parler d'argent, c'est ce que j'appelle moi du front office. On est là en fait et organisé pour gérer les impayés. Donc, vous passez en fait d'une activité de back-office qui est généralement en fait traitée par des services comptables dans les entreprises à une activité en fait sur laquelle nous on investit énormément de temps et d'argent pour vous offrir en fait le maximum d'encaissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est complémentaire aux solutions préventives, bien évidemment, on en a parlé. Le changement d'interlocuteur est toujours bénéfique. Ça, c'est un point clé en fait en recouvrement, c'est l'escalade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jean-Michel parlait, il faut dire à vos clients ce que vous allez faire, il faut vraiment le mettre en application, mais sauf qu'à un moment donné, en fait, si le client fait la sourde oreille, le seul signal que vous pouvez lui envoyer après, c'est le changement d'interlocuteur. Lui montrer que finalement, vous êtes passé sur un cran au-dessus. C'est un signe de sérieux et de bonne gestion de l'entreprise. Jean-Michel en a parlé, bien évidemment. Encore une fois, faire appel à une société de recouvrement, c'est pas un signal négatif que vous envoyez à votre client. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre la relation commerciale. Ça veut dire simplement en fait, que vous avez une douleur, et la douleur, en fait, c'est l'impayé. Et vous, la douleur, vous devez la soigner. Et vous faites appel en fait, à des moyens en fait, tels que les nôtres pour la soigner. Ça permet en fait, de réduire des freins internes et de dimensionner en fait, les moyens. C'est vrai que quand on parle de front office, back office, ça a un coût, forcément, en fait, le recouvrement a un coût. Après, vous pouvez en fait transformer des coûts fixes, par exemple chez vous, en coûts variables quand ça arrive chez nous, puisque dans les sociétés de recouvrement, la pratique du marché, c'est quand même le success fees. Donc finalement, nous ne sommes payés que si nous sommes efficaces et si on encaisse l'argent. Donc si ce n'est pas encaissé, ça ne vous coûte rien. Ça permet aussi de faire appel à des structures en fait, qui dimensionnent leurs moyens de manière différente. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 380 personnes et cette année, on va intégrer 2 300 000 dossiers. C'est du recouvrement industriel, forcément. Donc avec tous les moyens qui vont bien autour de ça, qui permettent de l'efficacité, de la productivité, des moyens que rarement une société classique peut mettre sur la table. Et puis, autre point important, c'est la récupération de la TVA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le passage de main, en fait, toutes les actions en fait, de recouvrement que vous menez, et notamment ce passage de main, vous permet quand même en fait, d'obtenir un certificat d'irrécouvrabilité qui est quand même assez essentiel pour récupérer la TVA.